Merci beaucoup, Monsieur le bâtonnier. Merci, Monsieur le président d'honneur, Pascal Morer. C'est un réel honneur, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, que d'être parmi vous dans cette magnifique ville de Tanger. Un immense merci au comité organisateur, en particulier à Maître Fadouazani Chadi, président du comité national marocain. J'ai fait une bêtise, non. Merci pour le travail absolument incroyable que vous avez accompli. Vous avez organisé un séminaire extraordinaire qui restera, à n'en pas douter, dans les mémoires. C'est un plaisir pour moi de m'exprimer aujourd'hui sur une thématique ô combien actuelle et technique, et dont tout porte à croire qu'elle occupera toujours plus les praticiennes et praticiens du droit que nous sommes, les crypto-monnaies et le blanchiment d'argent, avec un focus particulier sur la Suisse, pays dans lequel je pratique, dans une moindre mesure sur l'Union européenne et sur les implications globales de ce phénomène. Comme vous le savez, les crypto-monnaies, c'est l'émergence d'une économie à la fois nouvelle et largement incomprise encore. Les crypto-monnaies, c'est l'argent sans l'État, l'argent sans valeur réelle, l'argent sans l'intermédiaire des banques et par conséquent sans devoir de diligence quant au blanchiment et au financement du terrorisme, par exemple. Aussi, certains États, y compris la Suisse, se livrent à une compétition rude pour attirer les entreprises de la FinTech sur leur territoire. Et si c'est l'opportunité pour de nouveaux acteurs de se placer sur la carte de cette économie globale, cette compétition représente aussi un risque de sous-régulation propice à la criminalité et au blanchiment d'argent. En octobre de cette année, cela fera 16 ans que les crypto-monnaies ont été inventées, lorsque celui, celle ou ceux, on ne connaît pas leur identité, mais leur pseudonyme est Satoshi Nakamoto, ont publié le fameux livre blanc mettant en place le fameux Bitcoin et son système de paiement de pair à pair. 16 ans, c'est... Oui. Pardon, petit souci technique. Parfait. Magnifique. 16 ans, je le disais, c'est presque la maturité. C'est l'âge de la capacité de discernement et des premières responsabilités. Et justement, depuis quelques mois, nous assistons à un bouleversement dans la régulation des actifs virtuels et de la lutte contre le blanchiment d'argent. Aux États-Unis, d'abord, avec de spectaculaires affaires que nous évoquerons, qui ont mené notamment à un accord portant sur plusieurs milliards de dollars d'amende pour l'une d'entre elles, et dans l'Union européenne, avec l'aboutissement d'années d'efforts réglementaires qui se sont conclus par l'adoption du règlement sur les marchés des cryptoactifs et la création d'une nouvelle autorité de surveillance en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, qui promet de devenir un acteur crucial dans le domaine. Comme nous le verrons, les réglementations nationales sont largement dépassées par le phénomène des cryptoactifs. Je prendrai l'exemple du droit suisse avec l'article 305 bis du Code pénal et sa loi topique sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Puis je m'intéresserai à ces affaires américaines qui symbolisent un tournant dans la régulation des crypto-monnaies pour terminer avec le processus réglementaire dans l'UE. Mais avant de commencer, je vous propose de nous pencher sur l'exemple du Bitcoin pour appréhender l'ampleur du phénomène. Voilà. Comme vous le voyez, il s'agit d'un graphique représentant la valeur du Bitcoin par rapport à l'euro. C'était il y a une semaine. Un Bitcoin s'échangeait à environ 58 000 euros, quelques semaines après avoir atteint son maximum historique de presque 65 000 euros. Cela représente une progression d'environ 18 700% depuis la création de cette valeur. Les chiffres sont d'autant plus vertigineux lorsque l'on rapporte cette somme au nombre de bitcoins qui ont été générés jusqu'à ce jour. Actuellement, environ 19 500 000 bitcoins ont été produits sur un maximum limité à 21 millions, donc nous arrivons presque au maximum, tel que prévu par le fameux livre blanc. Par conséquent, en multipliant le nombre de bitcoins par leur valeur par unité, on arrive en avril 2024 à une somme d'environ 1,13 billion d'euros, c'est-à-dire 1,13 millier de milliards d'euros qui ont été investis et circulent sous la forme de bitcoin.
Alors se pose nécessairement la question de l'origine de cet argent, d'où proviennent ces centaines de milliards d'euros, et cette question est d'autant plus urgente lorsque l'on sait que le Bitcoin ne correspond à aucune valeur réelle en tant que telle. C'est une monnaie d'échange entièrement virtuelle qui n'a que la valeur que l'on veut bien lui donner. Si certains parlent d'un objet de pure spéculation, nourri par l'engouement autour des nouvelles technologies, il faut néanmoins rappeler les principales caractéristiques de ces actifs pour tenter d'en comprendre l'intérêt. C'est une monnaie d'échange indépendante de tout État, anonyme, qui peut être échangée sans l'intermédiaire d'un acteur financier et qui, par conséquent, échappe au devoir de vigilance de ces acteurs quant au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme. On comprend vite l'intérêt que cela peut représenter pour des organisations criminelles et, par conséquent, il paraît plus que vraisemblable, voire inévitable, qu'une partie de cette fortune provienne d'activités illégales. Les crypto-monnaies sont des boîtes noires à l'abri du regard des États et des acteurs financiers où viennent se loger des fortunes aux origines secrètes et avec leur volatilité spéculative, elles ont tout pour faciliter le blanchiment d'argent. Je vais maintenant, si j'y arrive, oui, magnifique, m'intéresser un peu au droit suisse en la matière, soit en particulier à l'article 305 bis du Code pénal, qui vise l'infraction de blanchiment d'argent. Je vous laisse en prendre connaissance. Comme vous le constatez, en plus de l'élément subjectif de l'intention, cette infraction nécessite 3 éléments objectifs. La valeur patrimoniale, il faut que cette valeur provienne d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. Et finalement, il faut un acte d'entrave à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de ces valeurs patrimoniales. Une valeur patrimoniale, donc, je disais, voilà. Pour être qualifié de valeur patrimoniale, l'objet sur lequel porte le blanchiment d'argent doit avoir une valeur. La notion de valeur s'interprète de façon très large et se caractérise, comme vous le savez, comme tout avantage économique susceptible d'être estimé ou tout élément doté d'une valeur pécuniaire. Par conséquent, les monnaies virtuelles, à n'en pas douter, doivent être considérées comme des valeurs patrimoniales. Dans cette optique, toutes les infractions contre le patrimoine sont susceptibles de s'appliquer aux crypto-monnaies lorsque la notion de valeur patrimoniale est une des composantes, bien entendu, de ces infractions. Ensuite, la fameuse infraction préalable, les valeurs patrimoniales doivent provenir d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. Il peut s'agir notamment d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une gestion déloyale aggravée. Et l'exigence d'un lien avec un crime en amont suppose donc que l'on établisse de quelle infraction principale les valeurs proviennent. Cette preuve, comme vous le savez, est souvent difficile à apporter, raison pour laquelle le tribunal fédéral, qui est notre haute cour, a assoupli les exigences quant à l'établissement de l'infraction en amont et renoncé à une preuve stricte de l'acte préalable. Il n'est donc pas nécessaire en droit suisse de connaître en détail les circonstances du crime pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime et l'origine des fonds et le blanchiment est ainsi volontairement ténu. C'est par exemple le cas lorsque, par suite de mélange de valeurs patrimoniales provenant de diverses activités légales et illégales de l'organisation, il n'est plus possible d'apporter la preuve stricte de leur provenance. Ce nonobstant, il ne peut y avoir blanchiment sans crime préalable. Le tribunal fédéral exige tout de même l'existence entre l'infraction et l'obtention de valeurs patrimoniales un lien de causalité, tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. Tel est le cas lorsque le produit original de l'infraction peut être identifié de façon certaine et documentée, à savoir aussi longtemps que sa trace documentaire, c'est extrêmement important comme concept, en anglais le paper trail, peut être reconstitué de manière à établir son lien avec l'infraction. Ainsi, selon la jurisprudence, lorsque le produit original formé de valeurs destinées à circuler a été transformé à une ou plusieurs reprises en de telles valeurs, il reste confiscable aussi longtemps que son mouvement peut être reconstitué de manière à établir son lien avec l'infraction. Cette notion de trace documentaire ou paper trail est particulièrement intéressante lorsqu'il s'agit d'activités en lien avec la blockchain. Et vous le savez bien, je vais y attarder un instant car la blockchain est extrêmement importante pour les crypto-monnaies. Voilà. Comme vous le savez, elle se base sur cette technologie de la blockchain qui contient l'historique
de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création de façon sécurisée et inviolable. Je reprends là les mots du célèbre mathématicien Jean-Paul Delahaye, selon lequel il faut s'imaginer la blockchain comme un très grand cahier que tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais qui est impossible à effacer et indestructible. Par conséquent, la blockchain pourrait devenir un excellent moyen d'établir la trace documentaire de valeur patrimoniale, dans la mesure où elle contient tout l'historique des échanges effectués entre ses utilisateurs. Ce grand livre ouvert pourrait être la clé pour établir ces traces et ainsi fonder une infraction de blanchiment d'argent, ou au contraire d'ailleurs disculper en cas de soupçons infondés. Cependant, la principale difficulté est l'anonymat des participants à la blockchain. En effet, seuls les pseudonymes apparaissent, raison pour laquelle il faudrait plutôt parler de pseudonymat et non d'anonymat. De plus, les blanchisseurs utilisent des méthodes sophistiquées pour brouiller les pistes et fragmenter les montants à transférer, et des services de mélange de crypto-monnaies sont utilisés pour altérer la traçabilité des transactions, compliquant encore davantage le travail de détection. Finalement, les blanchisseurs peuvent utiliser des plateformes d'échange pour convertir des fonds illégaux en crypto-monnaies et inversement pour échanger des crypto-monnaies dans des monnaies réelles. On verra d'ailleurs que ces plateformes ont été directement ciblées par 2 procédures américaines. Ceci m'amène naturellement à la troisième condition objective de l'infraction de blanchiment en droit suisse, qui est l'acte d'entrave, bien entendu, qui est donc punissable. Le blanchiment peut donc être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'établissement du lien entre le crime préalable et la valeur patrimoniale qui en provient, ou à faire échapper la mainmise sur ces valeurs par les autorités. En d'autres termes, l'acte doit être propre à introduire la valeur patrimoniale dans l'économie légale. Peuvent ainsi être considérés comme des actes d'entrave, le change d'argent dans d'autres coupures de la même espèce ou dans une autre devise, la dissimulation provenant d'un trafic par exemple, la dissimulation de l'argent qui provient d'un trafic chez soi ou chez un tiers, l'enfouissement du butin, le transfert de la propriété par exemple en exécutant une vente, une donation, un échange, le paiement d'argent sur un compte ouvert au nom d'un titulaire qui n'en est pas et le virement des fonds à l'étranger. Concernant les crypto-monnaies, entre autres bien entendu, la menace principale réside dans le nombre croissant d'intermédiaires financiers qui acceptent de changer des monnaies virtuelles contre des monnaies non virtuelles, que ce soit en argent scriptural ou liquide, pour le compte du client. La question se pose alors dans 2 cas de figure, l'échange d'une monnaie réelle vers une crypto-monnaie et inversement d'une crypto-monnaie vers une monnaie réelle. Le tribunal pénal fédéral s'est penché sur le premier cas de figure dans un arrêt du 20 décembre 2022 concernant l'entraide judiciaire avec l'Allemagne, dans ce qui est à ce jour le seul arrêt suisse traitant de la question des crypto-monnaies. Il tranche en ce sens, je cite, « Le changement d'argent en crypto-monnaie ou le transfert des sommes d'argent sur des comptes détenus par des auteurs des infractions à l'étranger ou à des sociétés écrans sont des conduites propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales au sens de 305 bis CP. » Fin de citation. Inversement, le fait de changer des crypto-monnaies en argent réel peut aussi être considéré comme un acte d'entrave, et ce faisant, la trace documentaire propre à la blockchain est rompue, mais dans l'attente d'une affaire en la matière, c'est du moins ce qu'avance la doctrine. Nous n'avons pas encore de réponse jurisprudentielle. D'accord. Je vois que le temps passe. Maître Morer, vous faites bien de me le rappeler. Voilà. On me demande de respecter un horaire à 13 heures. Donc voilà. C'est un challenge. Je reçois des messages. Vous avez parfaitement raison de me le rappeler. Je vais donc passer, si j'y arrive. Oui, comme je l'évoquais dans mon introduction, la principale caractéristique des crypto-monnaies, la capacité de les échanger de pair à pair sans l'intermédiaire des acteurs financiers. Et donc, ça rend nos droits nationaux, chers confrères, chers consoeurs, assez obsolètes. Le droit suisse, comme bien d'autres droits, nous l'avons évoqué tout au long de ce séminaire, et c'est pour ceci qu'il nous faut développer des outils face à cette impuissance des droits nationaux. On peut évoquer, comme je l'ai écrit derrière vous, le besoin de coopération internationale en matière pénale
par la Convention de Strasbourg, la Convention de Budapest de 2001. Je ne m'attarde pas plus sur ces conventions dans la mesure où cela a été fait hier. Comme vous le savez, le Maroc est parti à la Convention de Budapest. Cela pourra être un excellent moyen d'entraide à l'avenir. Je vais donc vous parler immédiatement, voilà, des deux affaires américaines, Binance et KuCoin. Je n'aurais pas pu faire ma présentation sans les évoquer, car il s'agit de deux cas de plateformes d'échange de crypto-monnaies qui permettent donc de convertir des avoirs en monnaie réelle vers des monnaies virtuelles et inversement vers des monnaies réelles. Ces sociétés interviennent donc au moment crucial où peut survenir un acte de blanchiment, c'est-à-dire au moment où la trace documentaire peut être coupée. Concernant l'affaire KuCoin, les procureurs états-uniens estiment qu'au moins 5 milliards de dollars d'argent sale auraient transité par la plateforme, sans que celle-ci ne mette en place de mesures de lutte contre le blanchiment. Ainsi, tout récemment, je vous parle du 26 mars 2024, le ministère de la Justice des États-Unis a mis en examen la plateforme ainsi que ses fondateurs personnellement, attention, pour des violations de la législation américaine. Cette procédure est toujours en cours, donc affaire à suivre d'extrêmement près. Et pour ce qui est de l'affaire Binance, très rapidement, la société qui est la plus importante plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, que vous connaissez très certainement, a été accusée de ne pas avoir rapporté plus de 100 000 transactions suspicieuses avec des groupes terroristes. Cette affaire s'est conclue par un accord au terme duquel la société a accepté une amende de 4,32 milliards de dollars et son directeur exécutif une amende à titre personnel de 50 millions de dollars assortie d'une peine de prison fixée à 4 mois. Ces deux affaires sont révélatrices d'un virage répressif effectué par les autorités américaines et surtout, elles sonnent le glas de l'impunité en matière de blanchiment d'argent à travers des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Très rapidement, je vais vous parler du règlement sur le marché des crypto-actifs, le fameux MiCA, qui a été adopté en juin 2023 et qui entrera en vigueur en décembre 2024. C'est encore, certes, de la musique d'avenir, mais ce règlement va mettre en place un système de traçage des opérations relatives aux crypto-monnaies similaire à ce qui existe pour les transferts d'argent traditionnels. Le but affiché du règlement est de protéger les consommateurs, d'offrir plus de sécurité aux détenteurs européens de crypto-actifs et surtout, tous les acteurs financiers auront besoin d'un agrément MiCA afin d'offrir leurs services au public européen. Il s'agit bien entendu de droits strictement européens, c'est-à-dire non applicables en tant que tels aux pays extérieurs à l'Union, mais les prochaines années vont nous permettre d'observer si ces standards se répandent dans d'autres ordres juridiques. Et de par l'importance du marché européen, il sera extrêmement intéressant d'observer si les acteurs des crypto-actifs choisiront ou non d'appliquer les standards européens à l'échelle globale et non seulement à l'échelle européenne, comme cela est déjà arrivé dans d'autres domaines lorsque l'UE a mis en place de nouveaux standards. Ce règlement va avec la création de l'Agence européenne contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui sera en charge de monitorer tout cela. Nous verrons si elle sera à la hauteur de ses ambitions. Elle est basée à Francfort. En conclusion, on l'a vu, l'utilisation des crypto-monnaies à des fins de blanchiment d'argent est un enjeu global qui dépasse très largement nos droits nationaux. En Suisse et dans beaucoup d'autres pays, les lois sont obsolètes, faute d'acteurs financiers pouvant observer son devoir de diligence dans les transactions. Ainsi, des défis juridiques passionnants s'annoncent. En particulier, la question de l'acte d'entrave semble plus que jamais d'actualité. Et comme je l'ai dit en introduction, en octobre de cette année, cela fera 16 ans que les crypto-monnaies ont été inventées, âge de la maturité donc, mais aussi, si vous me permettez, âge des premières amours entre la crypto-monnaie et l'économie classique. Alors, pour terminer ma présentation, j'aimerais vous montrer cette image. C'est une banderole de la façade de la bourse de New York.
célébrant l'entrée en bourse du Bitcoin. Donc, comme vous le savez, en janvier 2024, le Bitcoin est entré en bourse sous la forme d'EFT, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Bitcoin est devenu un réel produit financier que l'on peut échanger en bourse. C'est un nouveau signe de la conjugaison du monde de la crypto avec l'économie classique. Et si à ses débuts, beaucoup pensaient que cette technologie n'était qu'une bulle spéculative, criminelle ou anarchiste, aujourd'hui, la crypto trouve une place grandissante dans l'économie réelle, bien souvent tout à fait légalement d'ailleurs, avec tous les enjeux juridiques, de régulation que cela pose et tous les défis passionnants que cela représente pour nous, praticiens du droit. Je vous remercie pour votre attention.